Avec Toupargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés, partez à la découverte de Terre de France. Aujourd'hui, je vous emmène à Dinan, ville d'art et d'histoire, et une cité remarquable. Remarquable parce que médiévale, parce qu'il y a aussi plein d'artisans d'art, et aussi parce qu'il coule la Rance sur laquelle on ira se balader tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai rendez-vous tout là-haut avec Cécile. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Vous l'aurez compris, nous avons un programme bien rempli ici à Dinan. Et pour découvrir cette jolie ville, rien de mieux que de commencer par une petite balade entre ces rues pavées et ses différents points de vue. Je suis attendue par Cécile. Elle est guide ici à Dinan et elle m'a donné rendez-vous au château. Une première étape idéale pour évoquer l'histoire de cette cité. L'histoire de Dinan est riche et s'inscrit dans l'histoire de Bretagne. Alors là, on est devant le château, en sachant que ce n'est pas depuis l'origine qu'on a appelé cet endroit-là le château. C'est la réunion de la tour du duc Jean IV, de la porte du guichet, puis de l'autre tour qui est à côté, qui s'appelle la tour de Couëtquin. Et c'est un endroit en fait qui vient justement avec la tour du XIVe siècle montrer le pouvoir, la puissance d'un duc, le duc Jean IV. Voilà, et qui a dû s'imposer. Parce qu'il s'appelait Jean de Montfort, il est devenu duc suite à une longue guerre de succession. Mais en fait, les Dinanais auraient préféré avoir comme duc son opposant, Charles de Blois. Voilà, qui était lui aidé par le roi de France et aidé aussi par Du Guesclin, un personnage dont on parle souvent à Dinan. Alors notre ami Jean, il a dû se faire accepter par les Dinanais. Oui. Et donc il a construit cette tour qui symbolisait quoi, sa puissance. Sa puissance, son pouvoir. En fait, au premier abord, on a l'impression que c'est une forteresse qui vient renforcer les remparts. C'est vrai dans un sens. Quand on regarde un peu plus près, en fait, il y a des grandes fenêtres à meneaux, des jolis décors, des sculptures. Enfin, ça montre qu'il était riche et puissant. Et qu'il était aussi le duc ici. Donc il en a fait une de ses résidences. Voilà, et il a même appelé cette tour sa maison, pour montrer qu'il était chez lui. Voilà, qu'il était aussi le duc des Dinanais. Et donc ce château qui est composé de 3 parties, il a aussi un objectif de défendre en fait. Alors là on se trouve face à une vallée. Oui voilà, c'est ça. Là en fait il y avait la porte déjà au XIIIe siècle. Les remparts sont du XIIIe siècle, de la fin du XIIIe siècle. Et là on a la porte du guichet qui servait d'entrée donc sud. Là, on est effectivement face à une vallée, ça descend vers Léon, c'est la direction de Rennes en fait. C'était une des entrées de la ville, bien fortifiée, bien défendue. Cécile, il y a 3 choses que je trouve assez amusantes ici. Oui. Alors d'abord, cette tour qui a une forme un peu particulière. Oui, la tour en fait, elle est en fer à cheval, mais elle se termine en éperon. Donc elle se termine en pointe. Donc elle a cette forme qui permettait de faire ricocher les boulets de canon. Donc c'est une défense supplémentaire en fait. D'accord. Voilà. Et alors on a construit aussi sur les remparts. Oui, oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire le tour complet des remparts à Dinan. Il y a certains chemins de ronde qui sont accessibles, mais pas tous. Alors déjà, il y a des parties de remparts qui ont été supprimées pour aérer la ville, pour ouvrir la ville au XVIIIe siècle et ensuite. Et puis au XVIIIe siècle, en fait, les remparts ont été vendus. Des propriétaires ont acheté des portions et puis se sont construits des maisons directement sur les remparts ou contre les remparts. Qui sont toujours habitées. Alors certaines sont toujours habitées. Ouais. Et alors cette petite tour, alors oui, ça nous plonge dans la vie quotidienne. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la population vivant protégée à l'intérieur des remparts et puis beaucoup de monde à l'intérieur des remparts. Et donc forcément la nécessité d'évacuer des déchets qui à l'époque étaient tous biodégradables, ça c'est l'avantage. Donc c'était le vide ordure, enfin un vide ordure.
Cécile, la rue de la Chaux, c'est ça? Oui. Alors est-ce qu'on fabriquait de la chaux ici? Non. Alors, il y a beaucoup de rues qui évoquent des activités, hein, rue de la cordonnerie, rue de la lainerie, rue de la boulangerie. Là, en fait, on est derrière des halles qu'on appelait la cohue. Et en fait, en breton, ça se dit roru. Là, je ne suis pas bretonnante, hein, mais ça se prononce comme ça. Et roru, ça a été déformé, ça donnait chaud. C'est devenu chaud. Voilà, mais et d'ailleurs, donc cohue, le nom du marché, c'est lui qui a donné le terme générique finalement, de cohue. Voilà, en français, le terme de cohue est resté. Ça désigne un endroit, enfin vraiment une situation où il y a beaucoup de monde. Les cohues étaient en Bretagne des endroits très fréquentés. La prochaine fois que vous direz cohue, vous pourrez penser à Dinan et à la Bretagne. En tout cas, cette rue, elle est magnifique, c'est génial. Oui, toutes ces enseignes. Il y a qui ont gardé un style médiéval, hein, c'est oui, ça? C'est ça. Il y a un gros effort de fait pour conserver un aspect ancien, médiéval. On est dans une ville d'art et d'histoire, on est dans un secteur sauvegardé. Donc les vitrines, les enseignes sont quand même, on va dire, normées, quoi, hein, mais c'est vrai que ça donne un cachet à la ville. Génial. Alors on peut emprunter ce petit passage là. Comment s'appelle cette petite rue? Là, ça s'appelle le Saut de la Puce. Le Saut de la Puce. C'est ce qu'on fait ici dans le centre-ville. Voilà. Et on arrive en fait dans la rue de la Cordonnerie, qui est plus pittoresque encore que la rue de la Chaux. Ouais, avec des maisons à pans de bois. Voilà, qui ont été conservées. Pas mal de cafés. Oui, pas mal. Disons que cette rue, on l'appelle la rue de la soif. Voilà, mais il en faut toujours une. Voilà, c'est ça, on le voit. Bon, il est un peu tôt encore là. Oui. Mais en tout cas, quand on se balade dans Dinan, c'est un passage... oui, c'est un passage obligé. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Parce que c'est super beau. Ce bleu là sur la façade, c'est quand même magnifique. Oui, il y a des couleurs qui ont été restituées sur les maisons. Il faut imaginer des maisons colorées qui permettaient de les identifier en fait, hein, sachant que les noms de rues n'étaient pas écrits, les maisons n'étaient pas numérotées, souvent les gens ne savaient pas lire, donc on se repérait au décor, aux peintures et aux activités des rues. On savait qu'on allait trouver du cuir dans telle rue, de la laine dans telle autre. Voilà, on s'orientait de cette façon. Cécile, ce chemin de ronde, il est magnifique. On a une vue superbe. Et puis surtout, on découvre Dinan avec une perspective pratiquement sur toute la ville. Oui, c'est ça. En fait, on est bien placé pour voir le haut de la ville avec des monuments importants. Hein. Là, en fait, il y a une église, l'église Saint-Sauveur, hein, qui remonte au XIIe siècle. Mais il y a aussi juste en haut, là, vraiment le beffroi. Alors de ce point de vue, c'est la tour Sainte-Catherine, hein, c'est ça. On a un peu une vue justement sur l'histoire de la ville. Mais oui, parce qu'en fait on surplombe la Rance et là où les premiers habitants se sont installés. En fait, juste là, sur la colline, on situe la toute première motte féodale d'un seigneur de Dinan et on avait donc des habitants là au pied de la motte féodale, de petits châteaux en bois, hein, et qui s'étaient installés là au bord de la Rance pour une raison simple, c'est qu'en fait on est ici au point le plus haut de la marée. Oui. Ça permettait aux bateaux de venir avec la marée, de repartir avec la marée et de partir où vers Saint-Malo. Vers Saint-Malo. Oui, parce que tout au bout de la Rance se trouve Saint-Malo, Dinard, où on ira d'ailleurs dans un prochain épisode. L'église Saint-Sauveur, Cécile, une église qui a un style un peu particulier. Oui, disons qu'elle est très ancienne, elle remonte au XIIe siècle. On le voit sur la façade, hein, de l'autre côté. Là, on est au niveau du chevet de l'église, qui est plutôt du XVIe siècle. Donc voilà, l'église a été faite en plusieurs étapes, c'est un mélange. Même le clocher est un style encore différent. Oui. Et l'église Saint-Sauveur, elle a un lien particulier avec un personnage important pour la Bretagne et pour la France. Du Guesclin, Bertrand du Guesclin. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui est du Guesclin? Ce Bertrand du Guesclin, donc, il était originaire des environs de Dinan. Il était issu de la petite noblesse et puis il est rentré dans la chevalerie en fait et puis a surtout aidé les rois de France. En fait, il était breton, hein, mais au XIVe siècle, pendant la guerre de 100 ans, lui, il a choisi de
travaillé aux côtés du roi de France contre les Anglais. Donc il est mort en 1380, il était connétable à la fin de sa vie, donc dirigeait l'armée du roi. Et malheureusement il est mort très très loin, mais il voulait être enterré ici. Donc il a fallu transporter son corps et ça a été long. Exaucé. Oui, 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 mais il a été réparti en 4 sépultures. Donc on en trouve un petit bout ici. Oui, alors ici nous avons le cœur. Ah. Et avant d'arriver ici, en fait, un messager du roi est arrivé indiquant qu'il fallait à tout prix que du Guesclin soit avec les rois de France. C'était le souhait de Charles V et en fait, ils ont emmené les ossements à Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, et le cœur, lui, par contre, est arrivé ici. Cécile, on est à un carrefour important là, puisqu'on vient du chemin de ronde à droite, et puis si je me rappelle bien, la rue des Merciers était là-bas à gauche. Oui. Et ici aussi, c'est une rue importante. Là, c'est le Gersual, voilà. Ouais, qui est très très connu. Et quand on arrive du port, c'est la rue qu'on voit et qui monte. Voilà, il faut remonter, c'est ça, ou descendre. Et donc là, on est en haut. On est tout en haut. Et d'ailleurs, Gersual, en fait, ça vient, a priori, encore une fois, du breton ker-uel. Le bourg haut, en fait, c'est la partie haute. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui a permis de remonter à l'origine sur le plateau pour ensuite développer cette ville sur la colline. Alors moi, j'ai rendez-vous ici dans cette rue avec Adriane, qui est maître verrier. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui, oui. Alors la maison est juste à côté. Et sa maison est aussi très très intéressante, puisqu'on parlait de maison à pan de bois tout à l'heure. Ouais. Il a même des volets d'étal. C'est la maison verte. C'est la maison verte sur la gauche, oui, oui, oui. Donc ces volets d'étal s'ouvraient le matin, se refermaient le soir et permettaient d'exposer la marchandise. Les gens qui venaient acheter restaient à l'extérieur, regardaient ce qu'il y avait sur le volet, triaient sur le volet. Ah, c'est de là que vient l'expression, trier sur le volet. Oui. Alors, on apprend même des choses d'étymologie dans Terre de France. Mais oui, alors il y a des maisons à pignon aussi dans ces rues. Avoir pignon sur rue. Avoir pignon sur rue. Voilà, si on est quelqu'un de bien, on a le droit de marcher sur la partie haute du pavé. On tient le haut du pavé. Voilà. On en aura appris des choses sur Dinan grâce à Cécile. Nous n'avons que quelques pas à faire pour rejoindre l'atelier d'Adriane, car il se situe au 1 rue du Gersual. Et quand on entre, on découvre avec son travail un monde de transparence et de légèreté. Depuis 2011, Adriane porte le titre de meilleur ouvrier de France. Alors, autant vous le dire, nous sommes ici dans l'excellence. Alors les pièces qu'on trouve ici, c'est à la fois des bijoux, de la décoration. Voilà, donc avec le travail du verre au chalumeau, on va couvrir une palette qui est assez large. Ça va aller du bijou, en passant par le flacon à parfum. Donc, je travaille pas mal sur ce thème-là. Et aussi de la sculpture plus conséquente. On va vraiment avoir une palette de possibilités assez conséquente. Et toujours avec cette minutie incroyable. Alors, je vous présente Adriane. Donc, nous sommes au 1 de la rue du Gersual. Et on s'est retrouvés pour parler de ton art, parce que tu es artisan d'art, verrier d'art. C'est ça. Et cette passion du verre, elle t'est venue comment? Alors déjà, pour situer le contexte, j'ai grandi avec des parents qui sont céramistes. Ouais. Donc j'ai déjà évolué dans le domaine des métiers d'art depuis tout petit, j'ai été baigné dedans. Et c'est eux qu'on retrouve en dessous, parce que là, on est voilà. Au premier étage de la boutique, le ça. verre. Et au rez-de-chaussée, c'est les parents qui font la céramique. Voilà. Alors c'est venu comment? Sur un petit stage de 2 jours, en fait, pour apprendre le travail de la perle de verre. Pour tout dire, en fait, mes parents s'étaient inscrits au stage. Et j'ai dit, oh, trop bien, un stage de verrerie, ça me plairait et tout. Et du coup, ma mère m'a laissé sa place parce qu'il n'y avait plus d'autre place. Voilà, et elle a bien fait. Elle a changé ta vie, c'est incroyable. Du coup, voilà, je suis parti sur ce stage-là. Et puis, j'ai continué à en faire un petit peu en loisir, jusqu'à fin de 3e, où là arrive le moment où on nous dit quelle formation vous voulez faire. Donc, il y avait des métiers beaucoup plus classiques. Et quand arrive mon tour, souffleur de verre. Et en plus, je précise, au chalumeau. Oui, on m'a regardé avec des yeux ronds. Ah bon, d'accord. Et en fait, il n'y avait qu'une école en France qui se trouve sur Paris. Voilà. Et donc après, je suis parti 4 années sur Paris, suivre ma formation. Après, je suis revenu me réinstaller sur Dinan. Et ce que j'appréciais par rapport à mon activité, c'est que c'est une ville qui mêle parfaitement l'architecture médiévale et les métiers d'art. Si vous visitez le cœur de ville, il y en a énormément, notamment dans la rue du Gersual. Vous avez beaucoup de métiers d'art qui sont représentés, divers et variés. Il y a le travail du cuir, le bijou, la sculpture, le bronze, le verre, enfin la céramique. Voilà, on retrouve vraiment un panel de métiers d'art qui est très, très bien représenté. C'est un endroit où on sait qu'on peut venir ici pour ça aussi, pour visiter la ville et puis aussi pour voir tous ces artisans et métiers d'art. Et on voit, c'est un travail extrêmement minutieux. Enfin, c'est très différent du verrier qu'on connaît
avec son four et son... Enfin, vraiment, c'est... Alors, on est vraiment sur des rendus de pièces, oui. On va être presque à l'opposé, en fait. Et par contre, à contrario, ça se complète très bien. On peut faire des très belles collaborations entre verrier au chalumeau et verrier à la canne. À la canne, c'est quand on travaille au four. Pourquoi à la canne? Parce qu'ils ont la canne métallique. Voilà. Alors, eux, à la canne, vont plus travailler des gros volumes, plus dans l'épaisseur. Par contre, nous, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus travailler la finesse et le détail. Alors pourquoi? C'est lié à la façon dont on va chauffer notre verre. Au four, quand ils réchauffent leur verre, ils réchauffent l'ensemble de la pièce. Donc s'ils ont travaillé des éléments trop fins, ils vont les refusionner. Nous, au chalumeau, on va avoir une flamme qui va être précise et on va pouvoir réchauffer juste une zone. Du coup, on ne redéformera pas ce qu'on a travaillé au préalable. C'est ce qui fait aussi que tu peux travailler ici, en fait, et qu'on peut te voir travailler. C'est ça, si on exactement. vient te voir, puisque donc, ton bureau est là. Voilà. Et donc, mais tu pourrais nous montrer un petit peu Bien sûr. comment ça fonctionne? On va aller s'installer et puis je vais vous montrer ça. Merci. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit ici et quels sont les différents éléments avec lesquels tu travailles? Alors, déjà, on voit que ce n'est pas un espace de travail très conséquent. En fait, c'est souvent des espaces assez réduits par rapport aux verriers qui travaillent au four. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir un gros four de fusion, nous, ce qui va nous servir à fusionner, ça va être le chalumeau. Ouais. Donc c'est un chalumeau qui est un petit peu particulier. Il a plusieurs embouts de flamme avec une tête tournante comme ça, qui va nous permettre de sélectionner le type d'embout qu'on va avoir besoin pour réaliser l'élément de la pièce. Tu nous montres? C'est parti? Ouais. Alors, je mets des lunettes. Ça me permet en fait... Est-ce que je peux rester devant, moi? Il n'y a pas de problème, j'ai jamais brûlé personne. Je vais prendre la flamme tout en hauteur pour commencer. Et là, je vais venir faire l'ouverture de mon soliflore ici. Donc, on préchauffe toujours la matière. Ça permet d'éviter qu'il y ait un trop gros choc. Ça évite les écarts de température, voilà. C'est un écart de température trop violent pour avoir une pièce qui casse, en fait. Hop. Et donc là, on voit au fur et à mesure que j'étire, hop, je viens fermer la forme. J'enlève un petit peu l'excédent de matière. Et là, je vais chauffer une fine couche de verre que je vais souffler très fort. Et là, ça fait une grosse bulle en fait, mais il n'y a plus du tout d'épaisseur. Alors c'est volontaire, ça permet de faire mon ouverture. Donc là, avec une petite pince, je viens taper et c'est déjà froid. Ah oui. Et c'est tout fin, ça fait de la paillette. Adriane, donc là on est sur une pièce terminée. Voilà. Et donc c'est un vase. C'est ça. Ce qu'on appelle un soliflore. Un soliflore. Là, pour mettre des grands graminées, généralement, je conseille de présenter des grands graminées sur des formes épurées comme ça, avec la petite libellule en couleur. Qui est un peu ta marque de fabrique, la libellule. Enfin... J'ai beaucoup travaillé, pas spécialement ma marque de fabrique, mais j'ai beaucoup travaillé sur la libellule parce que je trouve que ça se prête bien au travail du verre au chalumeau. C'est fin, c'est aérien. Donc du coup, c'est vrai qu'on le retrouve sur plusieurs de mes créations, la petite libellule. Ouais, voilà. Oui, c'est une belle symbolique pour se quitter, cette libellule sur la beauté de ton travail. Merci infiniment de nous avoir montré comment tu travailles et puis de nous avoir permis de voir toutes ces pièces incroyables. N'hésitez pas à aller faire un tour dans l'atelier d'Adriane lors d'une visite à Dinan. Et puis vous en profiterez pour lui passer le bonjour de ma part. Juste avant de descendre la rue du Gersual, j'ai une petite étape à vous proposer. Quand on évoque Dinan, les plus gourmands penseront sûrement aux célèbres gavottes, ces crêpes dentelles si célèbres. Car c'est ici, à Dinan, qu'elles sont produites. La crêpe dentelle a été inventée en 1886 par Marie-Catherine Cornic, qui a oublié sur son biligue sa crêpe. Alors, ça part souvent d'une petite erreur. Exactement. La gavotte a une histoire comme celle de la tarte tatin, née d'une erreur. Et comme de la bêtise de Cambrai aussi. Et comme la bêtise de Cambrai. Alors cette crêpe, oui finalement, elle a cuit un peu trop longtemps, elle devient croustillante. Alors, Marie-Catherine Cornic, effectivement, prend le premier ustensile de cuisine qu'elle trouve à portée de main, une fourchette, et puis elle roule sur elle-même sa crêpe dentelle 8 fois, laisse refroidir, et puis elle a trouvé ce biscuit délicieux. Cette crêpe un peu trop cuite, et voilà, et du coup, elle a recommencé. La crêpe dentelle. Oui, elle a recommencé à Quimper, donc en 1886, et elle s'est mise à développer, à présenter sa recette aux alentours de Quimper.
Et cette entreprise arrive dans votre famille à la fin du XXe siècle, c'est ça? En 1990. Ouais. La gavotte, on la retrouve dans son emballage doré, c'est ça un peu qui fait aussi qu'on la reconnaît? Oui, ça fait partie de l'ADN du produit. Je vous montre. Elle se présente toujours par deux dans son papier doré. Voici. Alors ça c'est des natures, c'est ça? Oui, c'est un crêpe dentelle nature. Donc sans doute le biscuit le plus fin du monde puisque la feuille gavotte fait 6/10 de millimètre. Ah oui. Elle est roulée 8 fois sur elle-même. Alors c'est fin à la fois physiquement, mais c'est aussi hyper fin au goût. Et c'est un biscuit aussi qu'on retrouve dans pas mal de recettes. On peut faire des choses avec la gavotte, non? Effectivement, la crêpe dentelle peut décorer des desserts. Et pour les plus aguerris en cuisine, les éclats de crêpe dentelle peuvent être mélangés avec du chocolat, du praliné pour apporter du croustillant. Pour des gâteaux, des pâtisseries, des chocolats. Ouais, ça nous donne un petit peu faim. Hein. Voilà. Mais après, il n'y a plus que votre imagination qui fera le reste, qui va sublimer encore le produit. Je vous l'ai promis, je reprends la rue du Gersual pour descendre jusqu'au port. La descente de cette rue justifie presque à elle seule une visite à Dinan tant elle est charmante. Je suis attendue par Lionel, le propriétaire du Jaman, pour une petite croisière sur la Rance. Il ne faut pas que je traîne, le départ est dans quelques instants. Lionel, merci de nous accueillir sur le Jaman, ton bateau. Oui. Alors là, on profite du passage de l'écluse pour discuter un petit peu avec toi. Il y a deux façons d'écluser. C'est écluser comme on le fait, passage d'écluse. Et écluser, c'est vider un verre et ça vient aussi des mariniers. Oui, mais alors ça, c'est après l'émission. Non, même pas. Faut pas rêver. Mais donc là, on est sur la Rance, oui. Qui est donc le fleuve qui se jette dans la Manche à Saint-Malo, enfin près de Saint-Malo. Entre Saint-Malo et Dinard. Exactement. Et donc en fait, c'est un fleuve très court, c'est ça? Alors c'est un fleuve qui fait environ 110 km de cours. Et à la source de la Rance, j'ai eu la curiosité il y a longtemps d'y aller, site légendaire. Alors, pourquoi légendaire? La légende, ça intéresse toujours les petits et les grands. Quand même. Donc la légende raconte que ce serait, conditionnel, c'est une légende, la sœur du célèbre géant Gargantua. Et elle a pris un triste matin la mort de son cher et tendre époux qu'elle adorait. Et elle s'effondra de son corps de géante sur le sol et pleura tant et tant de larmes de géante que la source jaillit. Et cette femme s'appelait Ranceline, d'où le nom de la Rance. Et donc on est en train de naviguer sur ces larmes. Et cet après-midi, tu navigues sur des larmes de géante. Tu veux un mouchoir? Avec à droite, l'hostellerie des moines, là où les moines accueillaient les pèlerins et les seigneurs qui venaient pour prier. La Rance, aujourd'hui, c'est un fleuve qui est principalement dédié au tourisme, en fait. Qu'au tourisme, oui, il n'y a plus de trafic. On a justement une cliente à bord tout à l'heure qui disait que sa grand-mère avait le dernier bateau avec son grand-père et ils ont terminé en 1942. C'est vrai que c'est super agréable de se balader ici, mais effectivement, avant, donc, il y a tout un chemin de halage. C'était un fleuve qui servait beaucoup, en fait. Qui a servi jusque surtout sur 1900, début du siècle 1905. Et en plus, c'est le canal qui s'est tiré une balle dans le pied, puisque c'est grâce au canal qu'on a amené tout ce qui a servi à faire la voie ferrée Rennes-Saint-Malo. D'accord. Et donc, quand la voie ferrée était terminée, le canal a coulé. Alors, quand on vient se balader ici avec toi, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut observer? Voilà, plein de choses. On passe sous 3 ponts, déjà. On a un spectacle, là, cette partie où on est, là, tu vois, c'est très encaissé. Et ça a été baptisé le Tyrol breton. Donc on arrive au village de Léon, on passe une écluse. La plupart des clients n'ont jamais passé d'écluse. Ensuite, on a l'abbaye Saint-Magloire, qui est l'abbaye royale fondée en 850. Les ruines du château fort de Léon, plus vieux château fort de Bretagne. Lionel, je me suis laissé dire que tu avais écrit, que tu avais commis
un poème sur la ville de Dinan. Voilà. Est-ce que tu accepterais de nous le dire? Si tu le demandes gentiment, je peux pas refuser. Donc c'est Dinan, la perle noire. Si je ne me trompe pas, c'est de tête, c'est de mémoire. Peut-être diras-tu, cheminant dans nos rues, ébahi, oui, sans doute, par telle architecture, réellement voici, ville aux mille vertus, laissant planer en elle une ambiance de bure. Et de leurs pans coupés, maisons aux fières allures, novices à vos crayons, voilà de quoi croquer. On vous dira sans doute, et c'est la vérité, ici, oui, plus qu'ailleurs, il est bon de flâner. Rance mystérieuse qui te baigne les pieds, et Dinan restera ville de qualité. C'est donc sur la Rance et en poésie que notre épisode à Dinan se termine. Je vous conseille vivement de venir passer une journée ou plus ici et de vous perdre dans ces petites rues pleines de charme et d'histoire. D'ailleurs, si vous souhaitez préparer votre visite, toutes nos bonnes adresses ainsi que les rencontres de cette émission sont à retrouver sur notre site internet terredefrance.tv. C'était Terre de France avec Toubargel, leader de la livraison à domicile de produits surgelés.